Bonsoir à tout le monde. Olivier Rorich, Fil Fan, vous êtes en ligne. Je vous récupère dans 50 minutes pour les questions-réponses. Bon webinaire. Merci. Bonjour à Merci tous. Mathieu. Bonsoir à tous. Olivier. Date, tu peux peut-être dire quelques mots pour te présenter? Oui, bonne année, chers amis. Merci d'être là ce soir. On est nombreux pour être là. Et pour nous, on souhaite de vraiment démarrer ce début de l'année dans la joie, dans le renouveau, on dit le thème. Et dans la philosophie bouddhiste, on parle beaucoup de la renaissance aussi. Donc, je vais juste me présenter. Après, Olivier il va présenter. On va entrer directement dans notre thème, qui est la soirée. Ce sera, voilà, il y aura des périodes de méditation, la période de partage, à la fin de questions à répondre. Et moi, je suis Dat Phan et j'étais un moine bouddhiste pendant quelques années. J'ai étudié sous le guide de le maître Thich Nhat Hanh. Et maintenant, j'ai un centre en Haute-Loire où j'ai essayé de vivre un peu les enseignements qui étaient transmis. Et c'est un centre qui s'appelle le Cèdre Bleu, où on anime des retraites, de stages. Surtout, on essaie de vivre ce qui est important pour nous, dans notre valeur. On dit un peu tout simplement dans la simplicité. Et aussi dans la philosophie zen, on dit notre quotidien, où on essaie de vivre cette paix qu'on souhaite de voir dans le monde. Dans le zen, on dit de couper le bois, porter l'eau. Donc ça, c'est mon métier principal. À toi, Olivier. À moi, ok. Donc, écoute, moi, en fait, j'ai commencé par faire des études scientifiques en maths et en physique théorique, et je voulais être chercheur. Et puis, à 25 ans, j'ai rencontré le Dalai Lama et des grands maîtres tibétains, et j'ai passé en fait une trentaine d'années auprès d'eux à apprendre la méditation, à m'initier à la sagesse bouddhiste et aussi à animer des stages, des retraites de méditation et ainsi de suite. Et j'ai pu donc avoir cette initiation approfondie, disons, à la sagesse bouddhiste. Et puis, depuis une dizaine d'années, je me concentre plus sur une approche de la sagesse qui est universelle, c'est-à-dire présenter la sagesse bouddhiste en dehors de toute tradition, de tradition rituelle, tibétaine ou autre, et plutôt de présenter en fait le même message, mais dans un aspect complètement dans une langue universelle et adaptée à l'Occident, et aussi à faire des ponts avec la science, en tout cas avec la physique quantique, parce que c'est vraiment extraordinaire, c'est convergent. Comme l'a dit Date, le thème c'est le renouveau, la renaissance, et puisqu'on est en début d'une nouvelle année, et pour tout de suite aller au cœur du sujet, je pense qu'une des clés, on en verra d'autres au cours de notre webinaire, mais une des clés fondamentales, c'est de trouver un ressourcement au sens littéral du terme. Le mot ressourcement, on l'emploie tout le temps, mais on se rend pas compte de ce qu'il veut dire. Il veut dire se reconnecter à une source, se ressourcer. Et ça, c'est un très beau mot, la source. On pourrait même mettre un S majuscule devant. Cette source d'amour, cette source de joie, cette source de santé et de vitalité aussi, qui est finalement largement ignorée dans nos disciplines occidentales, entre guillemets scientifiques quelquefois. Eh bien, c'est justement cette source qui est connue dans toutes les traditions spirituelles de l'humanité et sous divers noms. Et la méditation, c'est le moyen le plus simple et le plus, je dirais, à la fois le plus évident, le plus simple et le plus sûr aussi, c'est le plus universel, de se connecter, se reconnecter quand on est épuisé, quand on est tourmenté, quand on est perturbé, quand c'est trop, quand on est... Eh bien, voilà, où est-ce qu'on peut revenir? Est-ce qu'on peut revenir à un ancrage, revenir à cette source, s'abreuver à cette source. Et ce que je vous propose, c'est tout de suite, sans faire trop de discours, de le faire. Nous vous invitons
à cette source qu'on va partager juste quelques minutes ensemble, très simplement. Et en fait, cette source, elle vient simplement quand on s'arrête et qu'on s'établit dans l'instant présent, sans jugement, avec le cœur et l'esprit ouverts, et on va centrer légèrement notre attention en un point, mais en même temps être dans un accueil, dans une détente complète. Et voilà, c'est ce que je vous propose de le faire maintenant. Alors, c'est bien que vous ayez les pieds à plat sur le sol, si vous êtes assis sur une chaise ou quelque chose comme ça. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne, je le ferme. Désolé. Voilà. Voilà, les pieds à plat sur le sol. C'est bien. Vous pouvez garder les yeux ouverts si vous le souhaitez et rester avec nous. Vous pouvez aussi les fermer si c'est plus facile pour vous. C'est comme vous le désirez, comme vous y êtes habitué, sans problème. C'est bien d'avoir la bouche légèrement entrouverte et c'est bien de se sentir, enfin, pour commencer, je vais citer une phrase d'un grand maître tibétain qui disait: la méditation, c'est comme si vous aviez labouré dans les champs toute la journée et que tout votre champ est labouré. Donc vous revenez dans votre ferme, vous êtes heureux, content, fatigué et content. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à accomplir. Vous asseyez devant votre feu de cheminée et voilà. Et il y a ce repos, il y a cet arrêt, vous voyez, ce sentiment de plénitude, du devoir accompli, si j'ose dire. Et c'est l'esprit vraiment de la méditation. C'est une belle image qu'on peut garder à l'esprit pendant qu'on va entrer dans la pratique. Prenons conscience des points de contact du corps avec le sol, la plante des pieds, avec le siège, peut-être les jambes, le bassin, le dos. Sentez bien tous les points de contact de votre corps avec le sol. Et nous allons lâcher les deux valises que nous portons souvent dans chaque main. À gauche, nous lâchons la valise du passé, tous les souvenirs, les rancœurs, les regrets, les culpabilités liées au passé. On les pose sur le sol. Et puis avec la main droite, on va lâcher la valise du futur, la valise des attentes, des préoccupations, des inquiétudes, des anxiétés, des espoirs et ainsi de suite. Et on va se rendre ainsi beaucoup plus allégé et pleinement disponible pour cet instant présent. C'est comme si on écoutait l'instant présent passé. Et on va se centrer très légèrement sur notre souffle au niveau du ventre. Sans rien modifier à votre souffle, sentez bien au niveau du ventre le gonflement et le dégonflement très léger. C'est comme un mouvement continuel, très doux. C'est comme si vous regardiez un bébé dormir dans son berceau. Vous voyez la petite couverture qui monte et qui descend imperceptiblement.
C'est une attention très douce, très détendue, un repos bienveillant, spacieux, sans jugement, simplement à l'écoute de cet instant. Couler avec le souffle qui va et vient. Sentez-le au niveau du ventre. Et à chaque expiration, il y a un lâcher prise. Il y a un relâchement de tout l'être. Le relâchement, c'est très très important en méditation. Ce relâchement, cette ouverture, cet abandon. Pensez au bébé qui dort dans son berceau. On a la même attitude. Un souffle léger, une présence tranquille. Rien à attendre, rien à poursuivre. Le bonheur est déjà là, tout simple. Et si des pensées vous traversent l'esprit, reconnaissez-les, laissez-les passer, laissez-les partir. Elles vont et elles viennent comme des oiseaux qui sillonnent le ciel. Elles sont bienvenues, mais on n'y accorde pas d'importance particulière. On ne les suit pas. On revient tout doucement à chaque fois à ce souffle, cette essence même de la vie, ce souffle. Et encore une fois, à chaque expiration, relâchement, lâcher prise. La méditation, c'est comme une poignée de sable qu'on lâche sur le sol. Le sable s'établit de lui-même dans un tas naturel, posé là. Rien à faire, simplement un très léger fil d'attention au souffle qui nous maintient sur cette crête où on est à la fois attentif, pleinement présent et en même temps pleinement détendu.
Vous voyez, on a fait 7-8 minutes de méditation et on peut s'offrir ce cadeau régulièrement dans sa vie. C'est un des plus beaux cadeaux en fait qu'on puisse s'offrir et qu'on puisse aussi offrir aux autres parce que après par osmose ça deviendra contagieux. Maintenant je voudrais poser une question à date. Afin d'assurer ce renouveau, eh bien, nous devons prendre de bonnes résolutions, certes, mais aussi lâcher prise des vieilles habitudes et des problèmes relationnels que nous pouvons avoir aussi bien avec les autres qu'avec nous-mêmes. Et la pratique contemplative bouddhiste, ainsi que la philosophie bouddhiste, accorde beaucoup d'importance à la notion de lâcher prise. J'en ai d'ailleurs parlé pendant la méditation, justement. Est-ce que Dad tu pourrais nous partager plus sur ce thème du lâcher prise? Oui, merci Olivier. Je voulais aussi remercier l'équipe de Bibouda pour avoir organisé ce moment où on peut simplement juste s'arrêter ensemble. C'est quelque chose qui est tellement important dans notre époque où on a du mal de s'arrêter. On a du mal de se poser. Et même si on a quelques minutes ou quelques moments devant nous, on reste très, très agité. Et je pense que déjà, la méditation guidée que Olivier, tu as fait, ça vraiment quelque chose de concret qu'on peut faire tous les jours. Le mot, vous savez, on est sur la chaîne de Bibouda. Le mot Bouddha, ça veut dire éveillé. Mais on dit éveillé à quoi? On dit éveillé à la vie, à l'instant présent. Et la notion de lâcher prise dans la philosophie bouddhiste, ça va avec le mot sérénité, l'équanimité. En vietnamien, on dit ça on dit littéralement de lâcher prise de quoi? Et exactement ce qu'on vient de faire, on dit de lâcher le passé, lâcher l'avenir. Et il a une certaine histoire dans le cercle zen, on aime bien de raconter. Un jeune garçon qui est chassé par un tigre. Et ce jeune garçon, il arrive à un précipice où il va tomber très très loin dans le précipice. Et en bas, il y a un autre tigre qui lui attend. Donc, qu'est-ce qu'il fait le jeune garçon? Le maître zen va nous demander cette question si on est dans cet apprentissage. Et le garçon, il avait une option, donc il avait une certaine corde de vigne où il descend pour être suspendu entre le tigre devant lui, derrière lui, et le tigre devant lui. Dans ce moment-là, dans le zen, on dit qu'est-ce qu'il va faire le garçon? Et ça, c'est un certain objet de contemplation pour nous. Si on était chassé par un tigre, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est très audacieux, c'est très radical, parce que dans cette histoire, le garçon, il a des choses qui arrivent, deux souris, un souris blanc, un souris noir, qui commencent à manger le corde. Et encore, qu'est-ce qu'il fait le garçon dans cet instant? Qu'est-ce que vous ferez? Et le garçon, il donne une réponse très classique dans le zen. Il voit des cerises sauvages à côté de la falaise, il prend, il mange. Et la contemplation se finit comme ça. Et le tigre, il symbolise notre passé. Beaucoup de nous sont chassés par des tigres. On dit pas le vrai tigre maintenant, mais le tigre virtuel. Et beaucoup de nous aussi a beaucoup de soucis pour le tigre devant, qui représente l'avenir.
Mais l'instant on peut vraiment vivre, c'est l'instant présent. Et c'est pour ça la notion à ce niveau, le lâcher prise est important. Et dans le zen, on parle beaucoup le cercle de zen que je vais vous montrer. Il y a quelques mots en japonais, en chinois dedans aussi, mais c'est pas trop important. Mais cette cercle, on voit souvent dans le zen, et ça veut dire beaucoup de choses. Mais l'une de ses significations, c'est de recommencer à zéro. Chacun de nous en mérite de recommencer, de renaître dans la vie. On n'est pas des êtres humains parfaits. On n'est pas des êtres humains parfaitement illuminés. Donc, cette notion est très très importante de recommencer à zéro. Et c'est qu'on s'appelle l'esprit du débutant. Cet esprit du débutant, il est la chose la plus précieuse qui est née dans la méditation, qui est dans le non-jugement, comment on regarde les choses au nouveau encore, et comment voir les choses comme c'était, on dit, la première fois. Et pour moi, c'est un merveille. C'est une sorte de merveille de vivre ce miracle de l'esprit du débutant. Tu cites souvent un proverbe bouddhiste, Olivier, dans tes enseignements. Tu dis, pour traverser un territoire semé d'épines, plutôt que d'enlever une à une les épines sur le chemin, mieux vaut chausser des sandales de cuir. Pourrais-tu nous dire comment préserver notre paix intérieure en ce moment où les émotions et les informations semblent devenues folles? Oui, c'est un proverbe que je trouve particulièrement adapté à notre époque là, enfin ces temps-ci, puisque le champ a l'air de plus en plus épineux. Hein, on a l'impression que le monde devient vraiment très très sauvage dans un sens, et ça extrêmement plein d'embûches et d'incertitudes. Et c'est vrai que si on veut enlever une des épines, on s'en sortira pas. Par contre, qu'est-ce que ça voudrait dire donc métaphoriquement chausser chausser ces sandales de cuir pour se protéger. Et je voudrais vous proposer 3 thèmes très rapidement de réflexion. Le premier, on l'a déjà couvert, mais il faut toujours le dire et le redire, c'est à tout moment savoir qu'il y a une source et pouvoir boire à cette source. Et ça, on l'a déjà abordé, on a fait une méditation guidée, donc j'y reviens pas, mais je pense que s'il y a une chose vraiment qui est fondamentale dans ce monde, c'est vraiment ça. Le deuxième point, il est lié à la physique quantique. Vous savez que dans la physique quantique, on dit que la réalité dépend de l'observateur. Le résultat de l'expérience dépend de l'observateur. Voilà. Et en fait, ça, c'est tout à fait conforme à la sagesse bouddhiste qui dit que c'est notre esprit qui crée ce monde. En fait, ce sont nos pensées, nos intentions qui créent le monde. Alors que moi, ce que je vois autour de moi, c'est beaucoup l'attitude inverse. C'est-à-dire qu'on va regarder le monde, on va dire, ah là là, le monde est mauvais, le monde est ceci, le monde est désespérant, le monde on va penser des choses qui jugent ce monde. Hein. Alors que là, les pensées, vous voyez, dans le bouddhisme, elles précèdent le monde, elles créent le monde. C'est-à-dire que si vous posez des intentions, eh bien, vous plantez des graines de futur. Et ça, c'est vraiment au cœur de la sagesse bouddhiste, mais aussi au cœur d'une sagesse universelle. Hein, c'est pas propre au bouddhisme. Donc, ce que je vous propose très concrètement, c'est d'imaginer que vous avez des pots de fleurs là autour de vous, là sur votre table, et vous allez planter dans chaque pot de fleurs une intention pour le futur. Qu'est-ce que je souhaite, à quoi j'aspire pour le futur. Et là, faut rêver. Il ne s'agit pas d'être réaliste de façon étroite. Voilà, ce que vous rêvez, que la terre soit pure, que les gens s'aiment, enfin tout ce que vous voulez. Vous pouvez poser ou alors des intentions plus précises pour vous-même, pour votre entourage. Hein, et voilà, poser ces intentions, les planter dans ce petit pot, hein, qui est l'univers en fait. Et bien, c'est éminemment créateur comme action. Et ça, c'est une vraie protection. C'est une vraie protection. Vous verrez que si vous faites ça tous les jours, par exemple, eh bien, quelque part,
ce chemin. Hein, c'est vraiment les sandales qui vont nous protéger sur le chemin. Et puis un troisième point, c'est aussi que dans la sagesse bouddhiste, l'esprit, la conscience, elle est comparée à un cristal. C'est-à-dire que la conscience, elle est spacieuse, elle est vide en quelque sorte, elle est ouverte, et elle va refléter tout ce qu'on met dedans. Un cristal, si vous le mettez sur un tissu vert, il apparaît vert. Si vous le mettez sur un tissu jaune, il apparaît jaune. Et donc, en fait, l'esprit, il va prendre la couleur de ce avec quoi vous l'occupez. Et si on a des pensées d'amour, par exemple, si vous avez une pensée d'amour, eh bien, votre esprit va prendre cette couleur. En fait, va prendre cette forme, cette couleur. Et donc, la pratique de l'amour bienveillant, dont on parlera beaucoup plus dans notre prochain webinaire qui aura lieu le jour de la Saint-Valentin, justement, on choisira le thème de l'amour le 14 février avec date. Hein, mais quand même juste en un mot, hein, souhaiter que les êtres soient en paix, souhaiter qu'ils soient heureux, souhaiter qu'ils soient apaisés. Et ben, c'est tout simple en fait, mais dans des situations de crise, de difficulté, c'est extrêmement transformateur sur les émotions. C'est une véritable protection. Hein, et voilà. Donc c'est ce que je voulais vous proposer très brièvement maintenant. Et donc maintenant, je vais poser une question à Date. Dans ta masterclass de la voix du cœur, eh bien, sur Bibouda, eh bien, tu as une pratique il y a une pratique que tu partages qui s'intitule Recommencer à neuf. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus justement sur cette pratique dans la lumière de ce thème d'aujourd'hui qui est la Renaissance? Peut-être tu pourrais nous guider cette pratique brièvement. Oui, je vais, merci Olivier. Dans la voix du cœur, dans la 8e ou 9e classe, on parle beaucoup de ce renouveau. C'est une pratique qui est même enseignée par le Bouddha, il y a 2500 ans, et développée par le maître Thich Nhat Hanh. Et il a deux parties, ce qu'on s'appelle le renouveau. La première partie, c'est se renouveler avec soi-même. Je sais, pour chacun de nous, on porte beaucoup des habitudes, que des fois, on est notre propre juge qui condamne. On est notre propre prison. Et dans la psychologie bouddhiste, comment on aborde ce jugement, c'est beaucoup, comme tu dis, dans l'amour. Donc, on essaie de retourner à nous, ce qu'on s'appelle notre soi, dans la psychologie bouddhiste, notre cœur, notre sensation, nos émotions, notre pensée, etc. Et de prendre soin. Par exemple, moi, j'ai pris 5 jours pour me renouveler dans le sud de l'Espagne. J'ai pris 5 jours où j'ai coupé le portable, j'ai mangé quand je veux, je fais ce que je me plaît. Et c'est comme j'étais un garçon encore de 12 ans qui court sur la plage, qui s'assoit, qui regarde le ciel, qui est nourri par la vie et pas je pense la plupart de nous on est épuisé par la vie et comment se nourrir. Et la deuxième partie, en fait, parce que notre vie est toujours en rapport avec l'autre, on essaie de faire des pas très concrets, de créer de belles rapports avec un être humain qui est cher à nous ou les gens qui nous entourent. Et là, on est plutôt dans le domaine de la communication en pleine conscience. On dit l'écoute profonde et la parole en conscience. Et on parle de 4 étapes dans la masterclass. On dit la première, dans le zen, on parle souvent de la conscience est comme un jardin. Et nous, on est comme des jardiniers. Et les êtres humains qui sont chers autour de nous, ils sont vivants aussi, comme une plante qui a besoin d'être arrosée, prend soin. Sinon, ils vont faner, ils vont mourir s'ils n'ont pas assez de nutriments. Et dans nos vies, on est chacun co-responsable pour le bonheur et la tristesse, et la souffrance et la joie de l'autre. Et on parle beaucoup une première étape qui est, on dit, arroser la bonne graine. C'est la façon de dire merci pour reconnaître la belle chose dans la personne. Parce que souvent, on néglige cet aspect qu'on vive à côté de quelqu'un.
Et c'est dommage. C'est dommage. Je pense les personnes qui vivent longtemps ensemble, où on connaît nos habitudes, et peut-être on prend un peu à la légère la présence de l'autre. Mais déjà, un merci, une certaine reconnaissance de l'autre pour ce qu'ils ont fait, ça nous fait du bien. On est chacun de nous un petit garçon et une petite fille en nous qui a besoin d'être reconnu, chacun de nous, quel que soit notre âge. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, le renouveau, c'est des fois, on est malhabile. Comme je dis, on est un peu le Bouddha en temps partiel. On n'est pas de Bouddha encore plein temps, chacun de nous. Et des fois, on peut dire les choses qui peuvent blesser, qui sont malhabiles. Et c'est notre occasion de partager notre regret. Des fois, dans la vie aussi, on est trop fier. On est trop orgueilleux pour partager notre regret. Et des fois, ça prend peut-être la fin de la vie de quelqu'un pour partager le chagrin, le regret, les gens qui les aiment. Mais pour nous, on essaie de le faire dans le quotidien. Si je dis quelque chose malhabile, j'essaie parce qu'on peut causer des fois de blessures qu'on n'est pas conscient. Et quand on garde cette blessure ou cette perception en nous, ça peut créer des perceptions erronées. Les perceptions erronées, des fois, ils dictent nos pensées, nos actes et notre parole. Et c'est un moment pour clarifier, de voir si les perceptions sont vraies ou fausses. Le troisième, qui est plus difficile, c'est de partager notre souffrance. Dans chaque relation, on crée aussi de souffrance. Et des fois, on a peur de dire qu'on souffre. Parce qu'on pense que c'est une faiblesse. Mais par exemple, si on peut arriver de partager notre souffrance sans blâmer, sans accuser, sans projeter les choses, mais nous montrer, je pense que si la personne nous aime, il fait ce qui est nécessaire pour soulager la souffrance. Et ça, c'est très important. Par exemple, avec ma fille, l'autre jour, j'ai dit, tu sais, papa, il souffre aussi. Parce que des fois, nos enfants, ils attendent beaucoup de nous. On est de super humains et on fait tout. J'imagine quelques-uns de nous, on peut se sentir comme ça. Si vous êtes dans le rôle de maman, papa, leader, il faut être à la hauteur, sans faute. Je dis à ma fille, tu sais, papa, des fois, il pleure, des fois, il souffre et il a besoin de ta compréhension. Et elle peut comprendre. Et ça, c'est très important de comment partager notre souffrance. Et le quatrième, c'est parce qu'on est dans la co-création. Souvent, on a une tendance on pense que c'est nous qui méritons tous les actes si on gagne des choses. Cette notion de numéro uno dans notre société, c'est assez malade. Mais en fait, on est en train de toujours co-créer cette nature, cet univers, c'est une constante co-création. Et chacun de nous a une part responsable pour la souffrance et le bonheur de l'autre. Donc ça, c'est un peu brièvement le renouveau quand j'essaie de vraiment partager en profondeur dans le voix du cœur. Et je propose maintenant peut-être un temps de l'arrêt pour se renouveler, si vous voulez. Après, je vais poser une dernière question à Olivier et on peut répondre aux questions. Hein. Donc encore, on va faire un petit moment de l'arrêt. Je vous invite de juste encore poser les affaires, poser les choses, retrouver une posture confortable. Vous pouvez fermer vos yeux si vous souhaitez. Et on va entrer dans cette renouveau, comme j'ai dit, dans cette attitude de douceur
de tendresse, de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes et tous autour de nous. On va commencer avec un son de la cloche pour nous faire entrer. Prenez des moments de retourner à votre cœur, à la sensation. Et quel que soit votre état mental ou physique, je vous invite à simplement les accueillir dans cet instant. Le travail de la méditation, c'est pas de sentir bien, mais simplement reconnaître ce qui est là, dans cet esprit de douceur, de tendresse, de clarté. Vous pouvez permettre vos épaules d'adoucir et votre visage. Ensuite, de connecter avec votre respiration où vous pouvez le sentir le plus vivant, quand c'est une évidence de respirer. Encore ça, aucun effort, aucun contrôle. Simplement être avec le souffle. Et maintenant, avec la respiration, je vais vous présenter deux mots qui est très important dans la méditation bouddhiste, c'est le oui et le merci. Quand j'inspire, je peux dire oui à l'instant présent. Quand j'expire, je peux dire merci à la vie. Inspire oui. Expire merci. Et dans cette posture de l'intérieur, je peux m'accorder un demi-sourire de Bouddha, un sourire plein d'amour, plein de compassion, plein de tranquillité, de joie. Avec cette oui, j'inspire et j'expire merci. On sait bien que la vie se trouve seulement dans l'instant présent et chacun de nous en a un rendez-vous avec la vie. Et si vous ratez votre rendez-vous avec l'instant présent, vous ratez votre rendez-vous avec la vie. Juste appréciez chaque inspire comme c'était votre premier souffle. On peut se détendre, faire ce qui est nécessaire pour revenir ensemble. Donc, Olivier, on a une dernière question pour toi.
dans ta masterclass que tu proposes s'appelle la pleine conscience au cœur de la vie active. Tu donnes les clés essentielles pour trouver la joie et l'inspiration au quotidien. Peux-tu nous donner un aperçu de cette approche concrète dès maintenant? Tu as des choses concrètes que tu peux partager? Oui, donc j'ai envie de partager avec vous 5 points en fait. Les 2 premiers, on les a déjà dit, mais c'est toujours bien de les redire. Des moments de ressourcement où on se pose sans rien faire, en lâchant le passé et le futur, en étant pleinement disponible pour l'instant présent, ne serait-ce que quelques minutes. Et ça donne vraiment une source de santé, de joie, d'amour que vous pourrez vraiment sentir régulièrement. Le deuxième, c'est le pouvoir de l'intention, on l'a déjà dit aussi. Pensez chaque jour à planter, à arroser vos petites graines d'intention, des graines d'aspiration pour le futur, pour vous-même, pour votre entourage, pour le monde entier, dans tous les sens du terme. Un autre point, c'est ne pas croire aux pensées, ne pas être obsédé par les pensées, ne pas être pris par les pensées. En méditation, la méditation, ça consiste pas à faire le vide, contrairement à ce que beaucoup croient. On peut avoir plein de pensées en méditation qui s'élèvent. La grande différence, c'est qu'on est dans un état spacieux où finalement les pensées viennent, mais c'est pas parce qu'elles viennent qu'on va y croire, qu'on va se faire prendre par elles, qu'on va les suivre, qu'on va y adhérer, qu'on va s'obséder, ce qui est le cas souvent. Regardez quand on écoute des informations, quand des gens nous disent des choses, à quel point ça nous affecte, parce qu'en fait on les absorbe, on est comme pris par ces informations. Et donc le fait de s'entraîner à lâcher prise des pensées, comme Date l'a très bien expliqué d'ailleurs, eh bien c'est un point aussi qui est vraiment un merveilleux entraînement au quotidien. Il y a en 4e point, je voulais partager l'accueil des émotions, et ça c'est vraiment pas du tout, enfin c'est pareil, c'est comme pour les pensées, c'est un peu contre-intuitif par rapport à nos habitudes sociales, à savoir que quand on se sent pas très bien, qu'on se sent fatigué, qu'on se sent déçu, qu'on se sent désespéré, qu'on se sent dégoûté, ce qui arrive quand même beaucoup, surtout en ce moment avec la période, eh bien en fait, c'est plutôt que de se rendre malade à cause de cette émotion, de se dire qu'on ne devrait pas la ressentir, d'en avoir marre, ou d'essayer de trouver des compensations, plus ou moins saines d'ailleurs. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est simplement respirer, être attentif au souffle et accueillir l'émotion, c'est-à-dire sentir qu'on la ressent, rester présent sans jugement avec au souffle et à l'émotion. Et s'apercevoir que finalement on peut l'accueillir, on peut vivre avec elle. C'est peut-être pas aussi agréable que des moments merveilleux, mais c'est un état qui est tout à fait accueillable, acceptable, vous voyez. Et ça c'est formidable parce que ça évite de réagir, d'être en quelque sorte intolérant à toute contrariété ou à toute difficulté, et surtout ça évite à cause de ça de trouver des mauvaises compensations. Et ça c'est super important. Donc l'accueil des émotions. Et puis en 5e point, je dirais, ça c'est un point qui pour moi là, surtout ces temps-ci, j'y pense beaucoup parce qu'il me semble essentiel, surtout à notre époque là en ce moment, c'est prendre du recul et prendre de la hauteur. C'est-à-dire ne pas rester scotché sur la réalité du moment, parce que la réalité du moment, les impressions du moment, plutôt les apparences du moment, le climat du moment est très prégnant. Évidemment, si vous êtes au cœur de la tempête, vous ressentez de la tempête. Mais dans une tempête, c'est essentiel de savoir que la tempête ne durera pas toujours et qu'il y aura le ciel bleu est toujours au-dessus. Et de la même façon, je pense que s'interroger sur le sens plus vaste de la vie, voir, disons, la perspective plus vaste que simplement les apparences du moment, de l'instant, ne pas être obsédé, autrement dit, par ces apparences, ne pas les prendre pour la réalité ultime, mais prendre de la hauteur, prendre de la distance et voir un sens plus vaste, une identité plus vaste aussi que la nôtre, que celle qu'on s'accorde d'habitude. Regardez à quel point c'est souvent décevant quand on est préoccupé de soi-même, on peut devenir très inquiet, très très anxieux, très 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 triste en fait.
hein, la fixation sur l'ego, c'est une des sources vraiment de tristesse, hein, tout simplement. Ça nous pompe notre énergie. Alors que si on est conscient qu'il y a une identité plus vaste, en fait, on l'a peut-être pas réalisé, mais en tout cas, elle est là quelque part. Elle est là. Hein, comme le ciel bleu est là au-delà des nuages, même quand il fait gris, eh bien, aller, disons, voilà, avoir cette dimension plus vaste, la garder un petit peu dans son cœur, hein, eh bien, c'est ce qui nous permet quand même de trouver la patience et la grandeur de vue qui nous permet de traverser. Donc ça, c'est une chose, bien sûr, qui est, à mon avis, aussi vraiment tout à fait essentielle. Donc voilà, je voulais partager avec vous ces cinq points, hein, pour accompagner la nouvelle année. Donc Date, peut-être qu'à ce stade-là, tu pourrais dire un mot sur le stage qu'on prévoit de faire au mois de mai, puisque là il nous reste quelques minutes. Oui. Est-ce qu'on passe aux questions d'abord? Moi, je pense qu'on peut attendre peut-être que Mathieu revienne et présenter le stage, non? Tu crois pas? Ah ben, il suffit de demander. Parfait. Écoutez, merci en tout cas pour cette moitié de webinaire déjà passé avec vous. Vous en avez déjà parlé un petit peu respectivement, mais je voulais que vous nous reparliez un petit peu les masterclass. Vous avez fait chacun. Donc Olivier, on va commencer par toi. Oui. Et après, on verra celle de DatFam, sachant que du coup, là, il y a une offre spéciale pour ce soir qui a été combinée, qui fait un combiné de vos deux formations en ligne. Donc, ce que j'ai essayé de donner dans cette masterclass, en fait, c'est vraiment tout ce que j'ai réalisé au cours de ces 30 années de pratique de la sagesse bouddhiste, hein, et surtout de la sagesse bouddhiste adaptée à l'Occident. C'est-à-dire comment le cœur de la sagesse bouddhiste peut être réellement adapté dans la vie active. Au cœur de l'action, la pleine conscience, c'est pas réservé à des contemplatifs qui vivent dans des grottes ou dans des monastères, pas du tout, du tout. C'est extraordinaire au cœur de l'action, que vous soyez homme d'affaires à New York ou berger dans les Cévennes, vous pouvez pratiquer la pleine conscience avec bonheur. Hein, et donc voilà, j'ai essayé de donner les clés de la pleine conscience dans une vie moderne, et puis de donner des ouvertures sur des dimensions plus vastes. Il y a tout un passage sur le lien entre physique quantique et plus généralement entre science et méditation, et spécifiquement entre physique quantique et méditation. J'ai essayé de donner aussi un éclairage sur ce dont je vous parlais juste à l'instant là, le sens plus vaste de l'être, hein, la dimension plus vaste que notre petite identité de l'ego. Et ça, j'ai aussi toute une série de vidéos là-dessus dans la masterclass. Donc c'est une masterclass qui est à la fois très concrète pour gérer le quotidien, gérer les coups de stress, gérer les difficultés du quotidien, établir la pleine conscience au cœur de notre vie, mais avec aussi, vous voyez, des dimensions pour aller plus loin dans différentes directions. Voilà. Merci. Date, un petit mot par rapport à ta masterclass? Oui, la voix du cœur, c'est vraiment dans la tradition en Asie, on n'a pas un mot pour la religion, très étrangement, et c'est qu'on s'appelle le voie, le Dao. On a chacun de nous une voie à cheminer. On n'est pas de touristes dans la vie, mais je pense on est le pèlerin. Et je pense que si chacun de nous prend notre chemin, on trouvera notre cœur. On sait bien dans le pictogramme chinois, dans la pleine conscience, on a le cœur à l'instant présent. Et la voie du cœur, c'est le retour de l'innocence, le retour de l'esprit d'habitant. Et c'est un chemin, je pense, beaucoup de nous, on voyage beaucoup dans la vie. On cherche une certaine destination, un paysage lointain. Et c'est très beau, le paysage de l'extérieur. Le voie du cœur, c'est un très, très long voyage. C'est un long voyage. Des fois, il pleut. Des fois, il neige. Des fois, il a le soleil. Des fois, le vent. Mais on dit, c'est juste un voyage, tout simplement, on dit le plus long voyage qu'on veut prendre,
C'est ce voyage de notre tête à notre cœur. Et la voix du cœur, c'est un peu de ça. C'est une voix unique qui est la nôtre, et c'est une voix qui est liée à cette sagesse que moi et Olivier on a appris de différents maîtres. Et pour comment on traduit ça, comme Olivier dit très parfaitement, à la souffrance, comment on répond à la souffrance à notre époque. Et les deux questions fondamentales, c'est le bonheur. Comment comprendre les causes et conditions du bonheur. Voilà. Merci. Alors justement, par rapport à ces deux masterclass combinés, Bibouda vous fait du coup un tarif promotionnel de 204 € au lieu de 409. Il devrait apparaître sur votre droite. Si vous êtes intéressé par cette thématique, je vous invite à aller consulter le site Bibouda également pour voir ce qui est composé, de ce dont sont composées ces deux formations en ligne, ces masterclass qui ont été réalisées par Olivier et Fildat. Suite à ça, je sais que on voulait parler également un petit peu des stages que vous réalisez. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Vous en parlez juste avant. Nous y voici. Et peut-être juste avant de répondre, pour que tout le monde le sache, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour que juste après on consacre 5, 10, 15 minutes à y répondre. Si vous en avez, n'hésitez pas. Moi, je les relayerai à Fildat et à Olivier. Bon, j'ai cette grande chance d'animer avec Olivier un stage en mai. Ça fait de nombreuses années qu'on on partage les choses ensemble de la retraite. Et ce stage est très cher parce que c'est vraiment le cœur de ce qu'on s'appelle la mort véritable. Dans la sagesse bouddhiste, on parle beaucoup de l'amour qui est le cœur de les enseignements. Et c'est pas, je pense, le mot l'amour dans notre époque, c'est un peu tordu. On mettre le mot l'amour dans la peau de moutarde, ça s'appelle amour dans le supermarché. On chante beaucoup l'amour aussi, mais cet amour, c'est lié à un certain amour qui est lié à notre solitude, notre dépendance affective, beaucoup de choses qu'on entend dans nos radios, mais dans chacun de notre rapport, on peut en fait cultiver un amour véritable. Et ce que le Bouddha il nous enseigne, il nous montre que il a des éléments de l'amour véritable dans tout le rapport entre couple, mère, fille, ami à ami. Si ces éléments sont là, on est rassuré, un bon rapport, un rapport très sain avec la personne. Et il a cette 4 énergies dans l'amour véritable qu'on explore, voilà, qui est la joie altruiste, l'amour, bienveillance, la compassion et l'équanimité. Et c'est un lieu très beau que Olivier il connaît parce qu'il anime des stages là-bas. Je sais pas si Olivier tu aimerais parler. Oui, juste en dire un mot parce que c'est un très très beau lieu. C'est près de Montpellier. En fait, c'est près de Saint-Guilhem-le-Désert dans les gorges de l'Hérault. C'est au nord de Montpellier dans l'arrière-pays qui est très très beau. Et c'est un lieu spirituel en fait qui nous est prêté, qui est avec une rivière à côté pour se baigner, des ombrages, des très très beaux jardins. Donc une salle très très spacieuse. Donc voilà, c'est un très beau lieu. J'y anime depuis 5 ans un stage au mois d'août, toujours du 15 au 22 août environ, et ce qui se fera aussi cette année d'ailleurs. Mais là, donc avec date du 7 au 11 août, du 7 au 11 mai, pardon, on va être là et c'est un lieu, je dirais vraiment idéal pour l'espace en fait, pour l'espace et l'ouverture. Voilà. Donc, j'irai parce que j'avais le plaisir de parler. Olivier, il a le rivière l'Hérault. Ouais. Et c'est un coin, une oasis où c'est vraiment un bonheur de nager dans cette rivière. On fait des nages méditatives en fait. C'est vraiment un lieu, un petit coin de paradis caché en fait, et donc
Voilà. Je suis content d'avoir vraiment rencontré ce lieu. C'était une rencontre importante pour moi. Du coup, pour ceux qui seraient intéressés de réaliser ce stage en mai, est-ce que vous pourriez nous rappeler sur là du coup il y a un lien que vous m'aviez donné en début de webinaire que je transmets dans le chat, mais Oui. vous pourriez reciter donc c'est Cèdre Bleu en tapant sur internet pour vous retrouver. Ça serait quoi qu'il faudrait taper? Oui, simplement, il faut juste aller sur le site de Maison au Cèdre Bleu et vous pouvez avoir tout l'info de la retraite. Je peux entrer, hein? Tu peux l'entrer sur le Oui, chat, tu veux bien? oui, oui. Oui, monsieur. Voilà. C'est mis. Et voilà. Et là, je vous mets, moi, le lien pour le stage d'été, parce que là, si vous cliquez dessus, vous allez avoir une image des jardins immédiatement, et vous allez voir que c'est très très beau. Oui, voilà. Donc ça, c'est une belle nouvelle. On peut peut-être répondre à quelques questions maintenant, si tu veux bien, Mathieu. Bien sûr, bien sûr. Alors, n'hésitez pas. Je vois qu'on est quand même plusieurs centaines à être en ligne. On avait 2500 inscrits pour la soirée. Que ce soit Anne-Laure, Marie-Josée, Katia, Nassira, Françoise. N'hésitez pas à poser des questions pour qu'on puisse y répondre. On avait une de Françoise, mais j'ai eu du mal. Elle a tapé malheureusement peut-être un petit peu vite sa question. Alors, je vais essayer de reconstituer ça. C'est quand on envoie nos pensées ou nos intentions ou certains courants, cela nous incite à ressentir certaines émotions et à les visualiser. Quand on parle de la paix, par exemple, la paix, en exprimant la paix dans le monde, on lutte contre l'énergie de la guerre où on alimente cet opposé. Comment voyez-vous ce point de vue? Oui, non, je pense que là, oui, je vois la question. La question, c'est de se dire que si, voilà, si on lutte contre la guerre, contre quelque chose, quelque part, on alimente cette polarité. Et moi, je pense que là, l'idée, c'est simplement de poser des pensées de paix, de visualiser la paix, de la visualiser, mais pas comme opposée à quelque chose. Il s'agit pas de commencer dans sa tête à fermer les yeux et à dire pourvu que la paix gagne sur la guerre ou je ne sais quoi. C'est pas du tout en termes de lutte. C'est plutôt comme un jardinier qui plante ses graines. C'est pour ça que je vous ai vraiment donné l'image des pots de fleurs là. C'est une très belle image. Vous pouvez vraiment même le visualiser, que vous êtes en train de planter des pensées, des visualisations, des scènes de paix, d'amour. Et voilà, et vous les visualisez, et voilà, et c'est tout. Et après, surtout, il y a un grand lâcher prise. Il s'agit pas du tout de se demander si ça marche, si ça marche pas, quand est-ce que ça va marcher. Est-ce que notre pratique va être plus forte que je ne sais quelle. Voilà, parce qu'il y a beaucoup souvent dans les milieux spirituels disons, il y a une sorte de, on pense beaucoup. On pense beaucoup et finalement on se met à beaucoup penser, à être dans le mental finalement. Donc là, l'idée, l'intention, c'est comme un oiseau qu'on libère d'une cage, donc il part dans le ciel et on ne le voit plus. Donc intention et lâcher prise, et c'est ça l'idée. Et à ce moment-là, on n'est pas contre quelque chose, mais on est pour la paix. On crée, on est créateur en fait d'une réalité de paix. Et voilà. Donc ça fait comme ça, c'est vraiment à mon avis très très positif. Merci Olivier. Si je peux juste ajouter une petite chose, ce que Olivier il dit est vraiment important, c'est une intention. Déjà, c'est très important. Et aussi de contempler que la paix aussi, c'est une énergie. Et une énergie, il a la capacité d'imprégner les choses. Et quand on parle de paix, il s'agit pas de penser la paix, comme Olivier il dit, mais être la paix. En anglais, on dit being peace. Et quand vous êtes la paix, vous êtes une lumière, comme le soleil. Et le soleil, il est jamais en conflit. Le soleil, c'est quelque chose qui embrasse les choses, qui allume dans toute la direction, dans chaque objet sur Terre. Et quand vous êtes une lumière de la paix,
vous allumez cette énergie dans le monde et en vous. Et c'est ça qui est l'importance pour voir le paix comme une énergie. Donc, il est même capable d'embrasser ce qui peut pas être embrassé dans le monde. Les ténèbres, la lumière embrasse les ténèbres. Et toutes les énergies qu'on est toujours en pensée très dualiste avec. Le mal et le bien, oui. La guerre et la paix. Mais cette paix, il est en dehors de cette cercle des extrêmes. On a Agnès, on parle souvent passé, présent, futur. Agnès demande comment lâcher le futur quand on attend quelque chose avec impatience. Phil? Moi, je veux bien dire. Tu veux dire quelque chose, Pat, ou je dis? Vas-y, Olivier, je te laisse. Moi, je suis très impatient, donc c'est bien que c'est moi qui réponde à ça. Non, je pense que justement parce que ma masterclass, elle est vraiment sur la pleine conscience au cœur de la vie active, et dans la vie active, on attend des choses, et quelque part, on doit accomplir des choses. Hein, on doit élever nos enfants, donc bien sûr, on peut pas rester dans une sorte de non-action au sens littéral du terme. Eh bien, l'idée, si vous voulez, c'est de faire tout ce que vous pouvez pour créer les conditions qui font que votre futur va se produire. Imaginez par exemple que vous passiez un examen dans un mois, un examen très important. Vraiment, vous y tenez. Hein. Eh bien, vous faites ce que vous devez faire. Voilà, hein, être responsable et faire ce qu'il faut faire pour créer les conditions pour que ça se produise. Et puis, bien sûr, il y a une partie qui ne nous appartient pas. Dans toutes les situations de la vie, il y a une partie qui nous appartient, une partie qui ne nous appartient pas. Donc, on fait de son mieux dans ce qui nous appartient. Et après, on pose l'intention, hein, de dire, voilà, puissais-je réussir parce que ça va me permettre de réaliser ceci, cela, là. Et après, il y a un lâcher-prise sur ce qui ne nous appartient pas. Et ça, c'est vraiment important, vous voyez, de pouvoir faire de son mieux et ensuite lâcher prise. C'est vraiment ça, je dirais. Hein. Le thème, c'est responsabilité et lâcher prise. Dans le bouddhisme, c'est vraiment les deux points qui sont fondamentaux. Et vous voyez, c'est très curieux parce que dans la vie courante, en général, vous avez deux catégories de gens. Soit des gens qui sont très responsables, mais alors qui sont extrêmement anxieux, très crispés. Hein. Ou alors vous avez des gens qui sont détendus, mais qui à ce moment-là, quelquefois, sont un peu careless, un peu négligents et irresponsables. Souvent, il y a un peu les deux tendances. Hein. Alors que dans la sagesse bouddhiste, on concilie ces deux choses, à la fois être responsable, vigilant, présent, attentif, on fait de son mieux, et en même temps, pour ce qui ne nous appartient pas, on lâche. Hein, voilà. Sachant que, quelque part, le futur se construit par le présent. Et ça, je pense, c'est très important aussi. Le futur, il n'est nulle part ailleurs que dans le présent. Hein, c'est le présent qui construit le futur. Donc, la meilleure façon de prendre soin du futur, c'est de bien vivre chaque journée et de lâcher prise. Voilà. Et quand le lendemain revient, on fait ce qu'on a à faire et on lâche prise. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on construit du succès. Hein. Mais évidemment, c'est pas si facile parce qu'il y a toujours les pensées obsessionnelles qui vont revenir. Et si ça marche, et si ça marche pas et tout. Et c'est là que la méditation intervient. Vous voyez, si par exemple le matin vous faites un moment de méditation, de ressourcement, eh bien vous verrez que quand des pensées un peu obsessionnelles vous reviendront, eh bien vous aurez la capacité de dire bah tiens je lâche, je laisse passer. Et pour avoir cette capacité-là, il faut avoir déjà un certain entraînement vous voyez, une certaine base de sérénité, de plénitude, parce que sinon on est pris dans l'anxiété et on peut pas en sortir. Hein. C'est pour ça qu'on revient toujours à ce qu'on disait date et moi, c'est-à-dire rien ne remplace évidemment des petits moments de pratique quotidienne réguliers. C'est noté. Il y a autre chose aussi que j'avais vu. Il y a quelques questions qui ont été posées. Sinon, une des questions qui serait à poser, c'est pour toutes les personnes qui nous regardent ce soir, quel conseil vous pourriez leur donner pour soit aller se coucher ce soir ou se réveiller demain matin pour essayer d'être de meilleure humeur ou en meilleure forme mentale.
est-ce que vous auriez une recommandation? Un petit exercice qu'il pourrait pratiquer ce soir ou demain matin au réveil? Chaque moment, en fait, en réalité, est un moment de renouvellement. Quand on parle de la nouvelle année, c'est juste une façon symbolique, mais on peut parler une nouvelle journée et aussi un nouveau moment. Et tout se dépend comment nous, on est capable de s'arrêter. De s'arrêter, d'être présent. Quand vous vous réveillez, c'est comme une renaissance. C'est comme une renaissance. Chaque jour qui se lève est un nouveau jour. Chaque moment qui est donné est un certain cadeau de la vie. La vie est donnée à nous à cette journée. Et dans la tradition zen, on travaille beaucoup dans la poésie, dans la contemplation. Et quand je me lève, je dis que en moi-même, avec quelques versets très simples, vous pouvez même inventer votre propre, mais en me réveillant, j'ai 24 heures à vivre. Et puisque je le vis avec dans la conscience, en regardant moi-même et le monde avec les yeux de la compassion. Donc on revient à ce qui est Olivier, il dit la pleine conscience à la fois l'intention et l'attention. Et quand on a ces deux ensemble, il produit un certain alchimie dans notre pensée. Parce que, comme Olivier dit, il faut s'entraîner de produire différentes formes de pensée. Et la plupart de notre pensée, c'est très pas productive. Je veux dire, même 98% de notre pensée sont pas le plus grand pensée productive. Et quand on entraîne comme ça nous aide à avoir un autre élan dans la journée. Et quand on s'endort aussi, on peut dire que la journée s'achève. On a un jour, un mois à vivre. Et qu'est-ce que je fais avec ma vie? Parce que beaucoup de nous, on court et on vit dans un certain oubli. C'est pour ça on regrette. On est beaucoup en colère parce qu'on ne peut pas faire les choses qu'on souhaite. Time is money. Mais on dit dans le zen, le temps c'est pour être. Le temps c'est pas l'argent, mais le temps c'est pour être. Le temps c'est pas pour faire. Peut-être on peut prendre une dernière question sur la personne qui dit je suis une personne âgée là. Voilà, Jacqueline. Je suis une personne âgée, comment retenir le présent quand on semble y rester collé par peur de ne pas envisager l'avenir, car anxiogène, et le passé est si loin, le présent c'est aussi la crise sanitaire, alors on va faire quoi avec le présent? Je pense que c'est une question importante. Olivier, je t'invite à répondre à cette question et peut-être aussi pour donner un petit conseil pour ce soir ou pour demain matin. Oui, voilà, pour ce soir, ouais. Je pense que les informations, quand on dit de la crise sanitaire, c'est surtout ce qu'on vous en raconte, en fait. Hein, c'est-à-dire que c'est le flot d'informations presque toujours négatives qu'on vous envoie. Il y a toujours des augmentations, il y a toujours des aggravations. Jamais on vous parle des améliorations, jamais on vous parle des pays où ça va mieux, jamais on vous parle des gens qui vont très très bien et qui sont quand même en immense et écrasante majorité par rapport aux malades. Donc, je pense qu'il faut justement aussi réaliser, prendre de la distance par rapport à ce bain dans lequel on nous plonge en fait constamment, et s'inspirer par les belles choses. Voilà, ça c'est vraiment une chose fondamentale, c'est de penser à tous les gens qui sont heureux, tous les gens qui donnent de l'amour, des gens qui font de leur mieux, des gens qui vivent paisiblement, des gens qui sont en bonne santé. Il y a énormément de gens qui sont dans cette situation-là. Hein. Et donc avoir des belles images, des images positives, se nourrir de choses inspirantes, de pensées de gratitude, hein, de pensées de se réjouir de ce qui va bien. Hein, eh bien, c'est essentiel. Vraiment, pour justement ne pas tomber dans cette culture-là. Donc ça, c'est, par exemple, vous pourriez très bien dire,
ce soir, en se couchant, on pourrait dire, quelles sont les 3 choses pour lesquelles je peux avoir de la gratitude cette semaine, depuis une semaine. Hein, je vais les noter avant de m'endormir, prendre mon petit carnet. Je vais noter 3 personnes ou 3 choses, 3 événements pour lesquels je peux vraiment avoir de la gratitude, mettons, depuis une semaine. Voilà, je les note. Hein. Et puis, en me levant demain matin, la première chose que je fais, avant même d'allumer la radio ou de regarder mon smartphone ou de faire quoi que ce soit, je reste allongé dans mon lit et je prends quelques minutes pour faire une méditation. Peut-être une petite méditation guidée, une audio, ou une méditation silencieuse si vous êtes déjà habitué. Mais voilà, m'offrir ce premier instant pour moi. Hein, cet instant, comme imaginez Date dans sa petite retraite au sud de l'Espagne, là, regardant le ciel et la mer, tranquillement, sans son portable. Bon, vous avez un tout petit peu de ça. Pendant 5-10 minutes, vous êtes dans votre lit. Voilà, vous ouvrez les yeux et voilà, vous écoutez, vous respirez. Voilà, je suis vivant, merci la vie. Voilà. Et pendant quelques minutes, je fais ça. Et après, voilà. Après, on passe à l'action et on continue à agir. Et bien sûr, on doit agir, hein, mais avec cette petit ciel bleu dans notre cœur et dans notre esprit. Je trouve ça une très belle pensée, bien partagée. Et je pense que du coup, ça sera notre mot de fin pour ce webinaire. Ça fait une bonne heure 10 tout pile qu'on est en ligne. Écoutez, merci beaucoup à vous, messieurs. Si vous avez peut-être une dernière chose. Je veux dire un mot pour final. Moi, je crois que j'ai. Oui, je pensais que toutes les questions qui étaient posées étaient très importantes. Ouais. Et ce que Olivier dit, merci à Olivier pour dire ça. Une dernière image qu'on peut vraiment contempler. Et si on a un jardin et il y a peut-être une fleur qui fane dans le jardin et le reste du jardin est assez en bonne santé, les choses poussent. Je vous encourage de pas regarder cette fleur qui fane dans le jardin seulement et pleurer, mais regarder tout ce qui pousse autour de nous et pour voir que c'est une petite partie. C'est pas tout le jardin qui est mort. Et cette image peut nous aider à contempler un petit peu notre vie, la situation actuelle. Et on est des êtres humains très créatifs, très résilients, très solidaires aussi. On est né pour aimer, on est né pour partager. Et si on croit, pas seulement on croit, mais on vit, il n'y a pas de raison la crise, on dit la crise de la maladie de notre ère, c'est la maladie du temps. Pour moi, c'est pas la maladie de Covid. Mais la plus grande maladie de notre ère humaine, c'est le temps. Et c'est à nous de reconstruire notre notion du temps, convienne à notre bonheur, à notre paix et notre fraternité. Magnifique. Merci Phil pour ce moment partagé. Également Olivier, donc bien observer ce qui pousse et mettre du bon terreau au quotidien pour que ça pousse bien. Ouais. Parfait. Eh ben écoutez, excellente année à tous, beaucoup de bonheur vraiment pour vous tous, du fond du cœur. Également. Merci Mathieu, merci Olivier, merci la famille de Bibouda. Oui, et la famille de Bibouda, tout à fait. Et on se retrouve le 14 février pour un prochain webinaire. Voilà. Parfait. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir à tous.